Bonjour et bienvenue dans le Business Club, l'émission qui vous montre que réussir est à portée de tous. Aujourd'hui, nous recevons Frédéric Boulet, directeur des programmes de TV5, qui couvre plus de 200 millions de foyers dans le monde. Autant vous dire qu'il doit être capable de nous réciter par cœur toutes les capitales de la planète. Bouclez vos ceintures, attention au décollage. 1981, il crée le magazine 7 sur 7 sur TF1. 1984, il participe à la création de Canal+ France et devient directeur des programmes de Canal+ Belgique et Canal+ Afrique. 1992, il est nommé directeur général adjoint à la SFP. 2010, il est promu chevalier de l'Ordre national du mérite. 2011, il est dans le Business Club. Frédéric Louis Boulet, directeur des programmes de la programmation et de la production de TV5 Monde. Bonjour Frédéric. Bonjour Christelle. Vous qui avez parcouru le monde entier, si je vous demandais là de m'emmener quelque part, où est-ce que vous m'emmèneriez? En Savoie. En Savoie? Ouais. En Savoie l'été et en Savoie l'hiver. Je m'attendais à une destination un peu plus exotique. Non, mais la Savoie est très exotique. C'est magnifique. C'est l'avantage de... Non, c'est l'avantage de tout. Il y a plein de pays magnifiques dans le monde, mais j'adore la Savoie. Alors, vous n'avez pas travaillé en Savoie, mais en revanche, vous avez touché un petit peu à tout. D'abord licence de droit, ensuite analyste, journaliste, rédacteur en chef, producteur, consultant, directeur des programmes, directeur d'antenne, j'en passe. Oui. C'est votre secret de réussite, de toucher un petit peu à tout? Ah oui, ça je pense que c'est la curiosité qui compte. Le plus important, c'est pas de s'enfermer de pas s'enfermer dans quelque chose qu'on sait. Il faut effectivement travailler à maîtriser au maximum le métier qu'on fait, mais on ne doit pas s'arrêter à son seul métier. Il faut toujours s'intéresser au métier des autres, puis éventuellement avoir envie de le faire aussi. Vraiment. Je pense que, surtout dans nos métiers d'audiovisuel, mais je pense que c'est relativement universel, on ne peut pas travailler en étant enfermé dans un seul secteur de spécialisation. J'ai compris que vous aviez quand même un esprit de solidarité, parce qu'à un moment donné, vous avez essayé de lancer la chaîne Alliance TV. La chaîne de l'humanitaire. Voilà. Ça existe. La chaîne n'existe pas en tant que telle, mais une des fondatrices du projet, Ingrid Kemoun et Nathalie Neumann, on avait eu cette idée de développer une chaîne sur la solidarité, mais qui n'était pas tant une solidarité passive, qui était une solidarité active, c'est-à-dire d'essayer d'anticiper sur les grandes causes et d'alerter les gens avant qu'il ne soit trop tard. S'intéresser aux autres et aussi donc avoir l'esprit ouvert à l'international, c'est ce que vous avez fait, puisque vous avez dirigé Canal+ Belgique, Canal+ Afrique. Aujourd'hui, vous êtes à TV5 Monde, donc 9 chaînes dans le monde. 8. Plus le Québec. Et donc ça, être ouvert à l'international, c'est une façon d'avancer encore plus vite? Oui, pour les mêmes raisons qu'il faut s'intéresser aux autres personnes qui participent à un projet, il faut s'intéresser aussi aux autres cultures. On a beaucoup à apprendre, on peut leur apporter beaucoup de choses, ils peuvent nous apporter beaucoup de choses. On provoque les hasards? Oui, je pense qu'on provoque les choses, on provoque les rencontres, mais on les provoque en étant proactif. Alors, si en face ça ne répond pas, ben, tant pis. Alors vous avez toujours été proactif. Dès le début de votre carrière, vous avez commencé par un coup d'éclat puisque vous avez lancé l'émission 7 sur 7. Ça fait partie des opportunités. C'est que moi j'étais tout gamin, donc à l'époque j'étais nommé rédacteur en chef adjoint en 75, j'avais 22 ans. Et il y a un des patrons de la chaîne qui s'appelait Jean-Marie Cavada, qui m'avait beaucoup aidé quand j'étais encore stagiaire, qui était revenu dans les années 80 à la direction de l'info. Et on produisait un magazine qui s'appelait L'Événement, qui était un magazine de 52 minutes, de grands reportages. Il y en a encore à l'antenne, les grandes enquêtes. Et puis moi, entre le moment où on commandait un sujet et le moment où on le passait à l'antenne, je le visionnais au moins 20 ou 25 fois. Donc on déterminait de l'angle, on déterminait des tournages, on allait voir les rushs, on allait voir toute la production. Et puis à la sortie, quand il était diffusé à l'antenne, je m'apercevais que j'avais... peut-être, je restituais à peu près 25, 30, 40% des infos qui étaient contenues, donc je me demandais comment le public, lui qui ne le voyait qu'une fois, et en plus derrière son écran de télé, dans le bruit, avec les gens qui bougent, les discussions qu'on peut avoir, je dis mais il reste rien. Et donc à la sortie, je me suis dit, si on déclinait des infos, en revendiquant le fait de ne traiter que d'un angle, en 6-7 minutes, et puis de le mettre en perspective avec l'actualité générale, c'est dans l'air du temps.
Et donc le journal de la semaine, plus des déclinaisons, plus la télé des autres, justement pour voir ce qui se faisait ailleurs, plus un grand témoin qui était plutôt de la vie civile qu'un politique, qui venait réagir à tout ça. Et on a écrit ça avec Jean-Louis Éric. Et Jean-Marie, qui venait de revenir, me dit, t'as pas une idée de magazine? Je dis, tiens, j'ai écrit ça. On a retravaillé avec Burga, et puis Éric Gilbert, et puis voilà, c'est devenu 7 sur 7. C'est quoi la recette du succès, au fond, de 7 sur 7, pour vous? Je crois que déjà, le format, dans notre jargon, c'est-à-dire le rythme, permettait aux gens de se concentrer très fortement sur des reportages courts, qu'on allait leur parler simplement d'une partie de l'information, et non pas d'essayer de couvrir la totalité de ce qui fait une info, mais en le revendiquant, en disant c'est un angle, hein, en anglais, comme on dit dans les écoles de journalisme, un angle très précis, mais qui était de préférence extrêmement représentatif de cette info qu'on voulait traiter. Pour que ça marche, il fallait qu'on la contextualise avec le journal de la semaine, au milieu de l'actualité de la semaine. Voilà tous les éléments qui complètent cette information, plus le grand témoin derrière, qui allait de Gainsbourg au professeur Laborite, etc., qui derrière était Gainsbourg qui avait brûlé le fameux billet. Le fameux billet de Gainsbourg qui brûle ses 500 balles, c'était un scandale. Mais ou le coup de gueule de Daniel Balavoine, oui. Balavoine, mais aussi Jean-Maire des anciens combattants, c'est ce qu'il avait dit. Jean-Maire des anciens combattants, mais son frère avait été pris dans l'attentat du Drakkar, il ne savait pas s'il était vivant ou pas, et il était vraiment à cran, et bon, on a recontextualisé son propos après, mais il y avait des gens moins connus, hein. Il y avait une femme formidable, une religieuse, qui s'appelait Sœur Danielle Berger, qui venait de nulle part, mais qui avait une philosophie extraordinaire. En tant que proche d'Anne Sinclair, qui a donc présenté 7 sur 7 pendant très longtemps, qu'est-ce que vous pensez du traitement médiatique, évidemment, de l'affaire DSK? Est-ce que ça vous a choqué? Waouh! Sur le plan de la sémiologie, de la manière dont toute cette histoire s'est écrite, c'est une sorte de... c'est plus une fiction que de l'actu. Bon, après... on a eu le droit à tout, quoi. Le coup de tonnerre dans l'avion, ensuite les images de menottés, ensuite cette procédure américaine qui est tout à fait surprenante pour nous, Français, hein, puisque on n'a pas vraiment l'habitude des procureurs et de la manière de gérer une enquête. Ensuite, la partie pénale sur l'arrêt des charges, la partie civile qui va repartir, ensuite un procès au civil qui s'annonce en France, ensuite cette interview sur TF1 qui était un petit peu bizarre pour moi. Ouais. Enfin, en termes d'écriture, hein, je ne me prononcerai pas sur le fond, mais je veux dire, on est toujours sensible à l'image qui ressort, parce que c'est notre métier. J'étais un petit peu surpris par cette interview. L'information comment sur TV5 ? Sur TV5 Monde, c'est au niveau de la direction de l'information, ils ont traité ça de manière extrêmement factuelle, comme on le fait à TV5 Monde. TV5 Monde n'est pas une sensibilité franco-française. On travaille pour le monde entier, pour la francophonie. Donc on parle français, et nous sommes représentants d'une culture francophone. Les Belges, les Suisses, les Québécois, les Canadiens et les Français. Donc on a une approche qui est toujours extrêmement factuelle, mais très internationale. Anne Sinclair a quand même été donc une battante. Ouais. Est-ce qu'elle vous a impressionné, et où est-ce que vous voyez le couple... En tant que femme, sûrement, oui. Et où est-ce que vous voyez le couple Sinclair-DSK dans 2 ans? Qu'est-ce que j'en sais? Là, moi, je suis pas people. J'ai pas cette palette, mais je vais peut-être m'y mettre. Non, j'ai pas du tout cette palette. En tout cas, personnellement, je pense qu'il lui faut une sacrée force de caractère. Oui. Et vous voyez comment dans 1 an ou 2 alors? Qui ça, moi? Écoutez, déjà, on va continuer de bien caler la chaîne, de la faire progresser. On doit être attentif en permanence à la qualité de l'offre de TV5 Monde. Mais c'est une chaîne qui est extrêmement spécifique, puisque notre concurrence est mondiale. On émet dans 200 pays. Donc on a en face de nous 29 000 chaînes de télévision. On ne peut pas se positionner contre 29 000 chaînes de télévision, donc il faut qu'on identifie très clairement l'offre qu'on propose à nos différents téléspectateurs, nos téléspectatrices du monde entier, qui ne sont pas francophones de langue maternelle dans leur majorité, mais qui sont souvent des publics nationaux non francophones,
de langue maternelle, donc il faut qu'on contextualise fortement nos programmes, qu'on explique bien ce qu'ils vont y voir, qu'on les sous-titre pour les aider à comprendre. Donc déjà c'est un travail assez important de tous les jours. Et il faut également avoir des productions jeunes. Il faut aussi proposer à un public qui est quand même de plus en plus, on va dire que presque 50% du public a moins de 30 ans dans le monde aujourd'hui, donc il faut aussi lui parler. Il faut être proche d'eux, c'est-à-dire aller les voir, délocaliser nos émissions. Ça ne suffit pas de parler d'eux à partir de Paris. Il faut qu'on aille sur place, il faut qu'on leur donne la parole. Merci Frédéric. Le Business Club c'est terminé pour cette semaine, mais juste avant de partir, je voulais que vous me disiez, il paraît qu'il y a 3 mensonges en télé? Oui, enfin il y en a plus que 3, mais en tout cas il y en a 3 qui sont... Il y en a 3 qui sont tout à fait remarquables. Le premier, c'est à la fin d'un enregistrement, on dit « mais t'inquiète pas Coco, elle est très très bonne cette prise, mais on va quand même la refaire ». Le deuxième mensonge, après avoir entendu rater le premier plateau, c'est « t'inquiète pas, ça s'arrangera au montage ». Et le troisième mensonge, c'est quoi? Mais ton chèque est parti la semaine dernière. Merci, t'inquiète pas Coco, elle est bonne, mais on va quand même la doubler. Ouais. Ne m'oubliez pas dans vos valises pour la Savoie. Oui, la Savoie. On se donne rendez-vous. On ira accueillir des lupins ensemble. Voilà, exactement. Et puis en attendant, on va se quitter sur vos rêves. Faites-nous rêver. Alors les rêves sur le plan professionnel, c'est de pouvoir transmettre beaucoup aux équipes. Mais d'ailleurs, ce ne sont pas des rêves, c'est un projet. C'est déjà écrit. C'est donc d'aider au maximum des gens qui vont arriver dans une concurrence acharnée, notamment en audiovisuel, mais pas seulement, à avoir les armes pour pouvoir... s'en sortir et puis faire du bon boulot, puis aimer ce métier. C'est pas seulement en France, c'est dans le monde entier ça. Ensuite, les rêves un petit peu plus personnels, on parlait de Savoie tout à l'heure avec Christelle, c'est d'aller plus souvent à la montagne, l'été comme l'hiver, et puis de profiter, parce qu'on y rencontre des gens, comme je dis, il y a des gens normaux. J'aime bien les gens normaux, moi, donc rencontrer le maximum de gens normaux. Le reste, je veux dire que ça me paraît déjà assez important, parce que la vie de famille, ça va avec tout ça. Quand on est bien dans sa peau et qu'on a envie de transmettre aux autres et qu'on s'entend bien avec les gens, qu'on a envie d'apprendre d'eux-mêmes, c'est déjà un rêve. Ça fait un rêve de toute une vie, puis ça fait une vie pleine. Pour le reste, c'est simple. Un peu de reblochon,